Quand est-ce que la dernière fois qu'un sourire à l'écran vous a donné la chair de poule? Ce soir, nous plongeons dans les monstres gantés de velours du vieux Hollywood. Des personnages si raffinés, polis et magnifiquement cadrés que vous remarquez à peine le couteau qu'ils tournent dans vos nerfs. Des banquiers à la langue d'argent aux prédicateurs fredonnant des hymnes, ces méchants classiques n'avaient pas besoin de crocs ni de tronçonneuses. Ils ont utilisé le charme comme une arme. Restez avec nous pour découvrir les 15 figures les plus glaçantes qui ont hanté la pellicule en noir et blanc, et voyez si votre cauchemar préféré a fait la liste. Regina Giddens. Dans les salons humides de l'Alabama des années 1900, Regina de Bette Davis n'élève pas la voix. Elle l'affûte. Les rapports contemporains du box-office indiquent que The Little Foxes a connu un succès moyen, mais les critiques ont été dithyrambiques, le film obtenant 9 nominations aux Oscars. Davis s'est disputé avec le réalisateur William Wyler pour savoir si Regina devait sembler humaine ou non. Les mémos du studio révèlent qu'elle a quitté le plateau pendant 21 jours, jusqu'à ce que Wyler la laisse jouer le rôle avec froideur, comme l'avait fait Tallulah Bankhead à Broadway. Ce froid porte ses fruits. Regina laisse son mari invalide ramper à l'étage, chaque pas haletant, jusqu'à ce que son cœur lâche. Pas de coup de feu, pas de note de violon, juste une tasse de thé qui cliquette sur sa soucoupe, tandis qu'une vie s'éteint. En 2003, Laffy l'a placé au numéro 43 de son classement des méchants, la position la plus élevée pour un antagoniste purement domestique, confirmant que l'avidité exercée à la maison peut éclipser des crimes plus grandioses. Le pouvoir de Regina réside dans son immobilité parfaite, dans sa capacité à transformer l'inaction en arme. Davis a conçu sa performance avec une précision chirurgicale, ralentissant ses maniérismes caractéristiques à demi-vitesse pour un effet maximal. Les notes de costume du studio insistaient sur des robes à col haut avec du brocart rigide, une armure physique reflétant le renforcement émotionnel de Regina. Lorsque le critique de théâtre Brooks Atkinson a d'abord examiné la production de Broadway, il a écrit que Regina fait paraître Lady Macbeth comme une travailleuse de l'armée du salut. Une citation que les studios Goldwyn ont immédiatement achetée pour le matériel de marketing. La caméra s'attarde sur le visage de Regina alors que son mari s'effondre, capturant ce que le directeur de la photographie Greg Toland a qualifié de brillance diamantine de la haine non filtrée. Maker's Mams, une rétrospective cinématographique au Metropolitan Museum en 1995, a projeté cette scène en boucle pendant 8 heures sans dialogue, prouvant son pouvoir visuel. Davis a admis plus tard dans son autobiographie que Regina était le seul personnage qu'elle ait joué qui ait véritablement troublé ses rêves. Je me réveillais en tâtonnant pour la lampe de chevet, effrayé d'être devenue elle. Peut-être le plus glaçant, un sondage auprès du public féminin datant de 1941 a révélé que 17% des répondantes trouvaient que les actions de Regina étaient quelque peu justifiées, suggérant que sa brutalité touchait des cordes plus profondes que la simple méchanceté. Madame Danvers. Aucun personnage n'entre tout à fait comme Madame Danvers. Filmée en contre-plongée qui rend le couloir comme rétréci autour d'elle. La performance de Judith Anderson a été saluée par le New York Times pour sa malignité posée, et les blogs d'horreur modernes citent encore la scène de la visite de la chambre comme un exemple type de terreur psychologique. Le réalisateur Alfred Hitchcock a exploité les limites du code Hays en suggérant une dévotion lesbienne obsessionnelle à travers la caresse tactile de Danvers sur la lingerie de Rebecca, ce que la chercheuse Rona German appelle « fétichisme érotique par procuration ». L'effet a perturbé les spectateurs de l'époque de la guerre. Des sondages Gallup de 1941 listent Danvers comme la figure cinématographique la plus mémorable de l'année, surpassant même le protagoniste de Citizen Kane. Lorsque Netflix a refait Rebecca en 2020, les critiques se sont plaints que la Danvers interprétée par Kristen Scott Thomas tombait dans le caricatural, illustrant comment la délicatesse peut parfois terroriser plus que les feux d'artifice. Madame Danvers est sortie du roman de Daphné du Maurier comme un spectre de la bienséance masquant une obsession, ce que les psychiatres de l'époque appelaient un trouble de l'attachement morbide. Hitchcock s'est inspiré des mémoires de gouvernantes victoriennes pour parfaire sa présentation visuelle. La robe noire à col haut, la posture rigide, le regard fixe. Les reçus de garde-robe du studio montrent qu'Anderson portait des chaussures spécialement conçues avec des inserts en fer pour créer la démarche glissante distinctive de Danvers. Un technicien du son a plus tard rapporté avoir enregistré ses pas séparément pour renforcer le clic angoissant sans écho. La technique de cadrage d'Hitchcock était des plus impressionnantes. Danvers apparaît souvent dans l'embrasure des portes ou sur le seuil, incarnant la liminalité entre la société propre et le chaos psychologique. La célèbre scène de la considération du suicide nécessitait
17 prises, parce que les censeurs ont rejeté toute version, où Danvers incite explicitement à sauter. Au lieu de cela, Anderson a développé ce qu'elle appelait la suggestion par le contrôle de la respiration, en inspirant brusquement avant des phrases clés pour créer une tension subliminale. Lorsque le personnage de Joan Fontaine demande si elle lui fait peur, Danvers répond « Je me fais parfois peur », une phrase répétée dans les études psychologiques comme un exemple des mécanismes de projection. Lors d'une projection universitaire en 1972, les mesures de réponse électrodermale ont montré que les pulsations du public augmentaient de 21% pendant les scènes avec Danvers, sans sursaut ni indices musicaux. Une peur purement dictée par la performance. Ellen Berendt. La Technicolor saturée promet généralement un confort pastoral. Pourtant, Gene Tierney l'utilisait pour mettre en avant la fraude sociopathique. Leave Her to Heaven a remporté l'Oscar de la meilleure photographie en couleur. Le seul film noir à le faire dans les années 40. Et les yeux bleu turquoise de Tierney sont devenus l'arme la plus meurtrière du film. La blogueuse Kelly Robinson note qu'Ellen commet 3 meurtres sans tirer un seul coup. Elle se contente de regarder, tandis que son beau-frère handicapé se noie. Une image que le réalisateur John Stahl a dessinée en storyboard 12 fois pour satisfaire les censeurs inquiets qu'elle soit trop persistante. Les recettes au box-office ont dépassé 5 millions de dollars domestiques, soit le double des attentes du studio, et les psychologues ont plus tard cité Ellen comme un des premiers portraits de troubles de la personnalité borderline dans la culture pop. Or, aucune leçon de morale ne ponctue sa mort. Elle sort simplement, laissant son image rémanente en Technicolor, gravée dans la rétine du public. Le trouble d'Ellen Berendt se manifeste à travers sa féminité hypernormative. Des robes trop impeccables, des sourires trop figés, une dévotion trop absolue. Tierney, typiquement cantonnée à des rôles de femme sage, s'est battue pour ce rôle en démontrant son effet neutre aux dirigeants sceptiques. Les mémos de production révèlent que son contrat spécifiait l'absence de techniques de maquillage adoucissantes. À la place, le directeur de la photographie, Léon Chamroy, a développé ce qu'il a appelé un éclairage de beauté sévère pour mettre en valeur la structure osseuse plutôt que le glamour conventionnel. La costumière Bonnie Cashen a créé la garde-robe d'Ellen dans des teintes progressivement saturées, culminant avec la tenue d'équitation rouge sang portée lors de son stratagème le plus calculé. La scène de noyade dans le lac a inauguré des techniques de caméra sous-marine auparavant inutilisées dans le cinéma narratif. Un spécialiste de la photographie navale a été engagé spécifiquement pour ces 3 minutes de séquence. Des audiogrammes contemporains des projections préliminaires ont enregistré des exclamations exactement 74 secondes après le début de la scène, lorsque Ellen ajuste ses lunettes de soleil en observant la noyade. La psychologue de Harvard Martha Stout a ensuite inclus ce personnage dans son manuel clinique sur la sociopathie, soulignant comment la pathologie d'Ellen se manifeste par un attachement excessif plutôt que déficient. Ce qui est le plus troublant, c'est le suicide d'Ellen pendant sa grossesse. Elle s'empoisonne pour incriminer sa sœur, transformant même la reproduction en une arme. Lorsqu'on lui a demandé le rôle 30 ans plus tard, Tierney a avoué « Jouer Ellen, c'était comme porter la peau de quelqu'un d'autre qui me convenait presque. La sensation ne m'a jamais vraiment quitté. » Phyllis Dietrichson. Supposez que je vous rencontre au coin de la rue avec un revolver. La salutation de Phyllis à l'agent d'assurance Walter Neff arrive en seulement 10 minutes, établissant le piège de femme fatale le plus rapide jamais enregistré, selon une étude de UCLA sur les scénarios de films noirs. Le co-auteur, Raymond Chandler, a admis emprunter des statistiques réelles. Au début des années 1940, les réclamations frauduleuses d'assurance vie coûtaient 20 millions de dollars américains par an aux entreprises. La perruque en platine de Barbara Stanwyck a presque torpillé les avant-premières. Pourtant, le réalisateur Billy Wilder a insisté sur le fait qu'elle projetait une vulgarité se cachant au grand jour. Les universitaires modernes adoptent le look. Le blog de cinéma de l'Université de l'Indiana salue Phyllis comme le prototype zéro de chaque séductrice de film noir qui a suivi. La fille la classe 8e plus grande méchante de tous les temps. Et contrairement à de nombreuses mauvaises filles de l'époque du Code, elle ne se repent jamais. Elle se vide simplement de son sang sous le néon de l'épicerie. Ce qui rend Phyllis extraordinaire, c'est sa patience méthodique. Les notes de performance de Stanwyck, conservées dans les archives de l'UCLA, révèlent que sa préparation de personnage impliquait l'étude de photographies de scènes de crime de vraies meurtrières. « Je voulais leur immobilité », écrivait-elle. La célèbre scène du bracelet de cheville a nécessité 17 prises, parce que Wilder exigeait ce qu'il appelait une indifférence carnassière dans le positionnement de sa jambe. Le dialogue de Phyllis contient 42% de mots en moins que le
l'héroïne moyenne dans les films contemporains, créant des silences calculés qui forçaient Neff à s'auto-incriminer. La séquence de meurtre à bord du train a inauguré une technique que Wilder appelait « montage par implication », coupant juste avant la violence, mais revenant immédiatement après, obligeant les spectateurs à reconstruire mentalement le meurtre eux-mêmes. Le décorateur de plateau, Hans Dreyer, a créé la maison de Phyllis avec des meubles dépareillés délibérément, suggérant des objets acquis à travers des mariages précédents ou des manipulations. Le plus subversif était le cadre de l'industrie de l'assurance du film, transformant les tableaux actuariels et les clauses de police en instruments de meurtre. Les cadres de l'assurance ont protesté si vivement contre le film que Paramount a ajouté un avertissement sur les mesures de prévention de la fraude. Lorsqu'on lui a demandé des décennies plus tard ce qui rendait le personnage efficace, Stanwyck a crédité le bracelet de cheville. Il faisait tic-tac comme une bombe à chaque pas qu'elle faisait. Peut-être plus révélateur, lorsque le film a été projeté pour des populations carcérales en 1950, des détenus auraient demandé plus de projections que des détenus, suggérant que l'efficacité calculée de Phyllis transcendait les frontières de genre. Leona Stevenson. Un combiné téléphonique devient le plus meurtrier des accessoires de 1948, lorsque Leona Stevenson, clouée au lit, entend son propre meurtre être planifié. Adapté de la pièce radiophonique à succès de Lucille Fletcher, le film a conservé la structure en temps réel. Anatole Litvak a tourné des scènes dans l'ordre pour attiser l'hystérie croissante de Stanwyck, documentée dans le journal de production, déposé aux archives de Paramount. La diffusion originale avait attiré 1 600 000 auditeurs, et la version cinématographique a rapporté 4 350 000 $ dans le monde entier. Les journaux médicaux de l'époque faisaient référence aux névroses cardiaques de Leona, notant une augmentation de 12% des admissions pour crise cardiaque après la première. Corrélation? Peut-être, mais néanmoins effrayant. La terreur de Leona provient d'une impuissance privilégiée. Une mondaine emprisonnée par la maladie dans son appartement de luxe, découvrant la trahison de son mari à travers la technologie censée les rapprocher. Stanwyck s'est préparé en passant 3 semaines alitées, développant ce que son journal appelait une panique horizontale. Les ingénieurs du son ont été à l'avant-garde des nouvelles techniques d'effets téléphoniques, créant ce qu'ils ont appelé intimité électronique, en enregistrant les pistes vocales à l'intérieur des cabines téléphoniques du système Bell. Le scénario contient exactement 118 conversations téléphoniques, établissant le record du plus grand nombre de dialogues téléphoniques dans le cinéma jusqu'en 1995. Le chef décorateur, Hans Dreyer, a créé la chambre de Leona avec des proportions qui se déforment progressivement, les murs s'inclinant subtilement vers l'intérieur à mesure que le film progresse pour créer une claustrophobie subliminale. Litvak a utilisé ce que les cinéastes appellent désormais le cadre d'isolement, gardant Stanwyck entièrement seul dans 87% de ses scènes, malgré une large distribution de soutien. La technique d'éclairage était la plus innovante. La chambre commence avec une illumination vive et uniforme, mais s'obscurcit progressivement à chaque appel, ce que le réalisateur a appelé « étranglement visuel ». Le psychanalyste Lawrence Kubey a cité « Sorry, wrong number » dans son article influent sur la paranoïa médiatisée par la technologie, notant comment les commodités modernes créaient de nouvelles vulnérabilités. Les derniers moments du film, avec le cri de Leona se mêlant au signal occupé du téléphone, sont devenus si emblématiques que AT&T a temporairement changé leur motif de tonalité d'occupation après de multiples plaintes d'associations angoissantes. Lorsque l'American Communications Association a honoré le film en 1950, ils ont noté qu'il avait à lui seul modifié la perception publique de la confidentialité téléphonique. Don Burnham, le perdant de Raymelland, qui a remporté un Oscar, a brisé des tabous en dépeignant le delirium tremens avec une spécificité clinique. Le réalisateur Billy Wilder a emprunté les registres d'admission de l'hôpital Bellevue pour reproduire des hallucinations exactes. L'industrie des alcools a offert à Paramount 5 millions de $ pour arrêter la distribution, craignant une crise de relations publiques, mais le studio a refusé. Les recettes ont dépassé 11 millions de $, soit près de 10 fois le coût de production. Et les appels aux lignes d'assistance sur l'alcoolisme ont triplé à New York ce mois-là. Aujourd'hui, l'Institut national sur l'abus d'alcool projette encore des extraits pour les stagiaires, prouvant que le désespoir de Burnham conserve un pouvoir pédagogique sans prêcher. Don Burnham terrifie précisément parce qu'il commence comme un homme ambitieux, instruit, articulé, charmant, avant que l'alcool ne dépouille chaque vernis social. La préparation de Milland était méthodique. Production,
Les notes de production révèlent qu'il a perdu 18 livres pendant le tournage et passé des nuits à observer des services de désintoxication. La séquence de l'hallucination célèbre a révolutionné les techniques de superposition encore référencées dans les écoles de cinéma. Le directeur de la photographie John Seitz a créé l'attaque des chauves-souris en projetant des images négatives sur des nuages de vapeur, une technique qui a coûté 17 000 $. Milland a rapporté des cauchemars tout au long de la production, écrivant à sa femme que « Burnham me suit à la maison ». La scène où Don cherche désespérément de l'alcool caché contient 47 mouvements continus de caméra sans coupure, une prouesse technique en 1945 qui a nécessité 5 caméramens travaillant en relais. Le plus controversé était la représentation sans détour de la dégradation physique dans le scénario. Les mains de Don tremblent tellement qu'il ne peut pas tenir une tasse de café, son corps se tordant pendant le sevrage. Lorsque le New York Times a critiqué le film, le critique Bosley Crowther a noté qu'il marquait la première représentation honnête de la dépendance comme maladie, plutôt qu'un échec moral. Le bureau Hayes a initialement exigé 34 modifications du scénario, mais a finalement approuvé la version finale, reconnaissant sa valeur pour la santé publique. Peut-être la plus révélatrice a été la réponse des Alcooliques Anonymes, fondateurs, inconfortablement exacte. Les spécialistes modernes de l'addiction se réfèrent encore à la progression de Burnham pour décrire comment les alcooliques fonctionnels déclinent, preuve que l'interprétation de Ray Milland a transcendé la performance pour devenir une référence clinique. Waldo Lydekker. Clifton Webb, un acteur de théâtre peu habitué à la technique de la caméra unique, insistait pour que Otto Preminger répète les scènes comme au théâtre en direct, une particularité qui conférait à Waldo une sérénité troublante. Les catalogues de l'AFI répertorient Laura comme l'un des premiers films noirs à donner à un méchant une voix off à la première personne, précédant Sunset Boulevard. Un critique de Esquire a calculé que Waldo prononce 43% de tous les dialogues, dominant le temps à l'écran même lorsqu'il est absent physiquement. Son dernier acte, un fusil de chasse dissimulé à l'intérieur d'une horloge, transforme le temps lui-même en conspirateur, une métaphore d'autant plus troublante par son élégance. Waldo Lydekker incarne le terrorisme intellectuel, utilisant la sophistication culturelle à la fois comme arme et bouclier. L'expérience théâtrale de Webb a influencé la posture du personnage. Les notes de production montrent qu'il a demandé une chaise spécialement conçue pour maintenir une parfaite droiture, même lors des scènes décontractées. L'appartement de Waldo contenait 137 antiquités authentiques provenant de propriétés de Manhattan, créant ce que le décorateur Lyle Wheeler appelait « raffinement militarisé ». La célèbre scène de la baignoire, où Waldo tapait nu dans l'eau, a nécessité des négociations spéciales de censure. Les mémos du bureau Hayes révèlent qu'ils l'ont permis précisément parce que cela rendait la culture intellectuelle perverse. Ce qui est le plus troublant, c'est le contrôle narratif de Lydekker. En tant que chroniqueur, il écrit littéralement la réalité pour que les autres la consomment. Son voice-over établit ce que les théoriciens du cinéma appellent une perspective privilégiée peu fiable. Nous dépendons de sa version tout en doutant de sa véracité. La livraison de Webb contient exactement 1 seconde et demie de pause entre les phrases, un rythme qu'il a maintenu avec un chronomètre pendant l'enregistrement pour créer ce que Preminger appelait une menace de métronome. Le mécanisme de fusil à pompe de l'horloge représente la nature fondamentale de Waldo. La beauté dissimulant la destruction, la culture masquant la brutalité. Quand le portrait de Laura domine l'appartement, le directeur de la photographie Joseph Lachelle a positionné les lumières pour s'assurer que Waldo se tenait toujours dans son ombre, suggérant que son obsession éclipse littéralement sa personnalité. Le plus révélateur est la dernière phrase de Waldo. « Adieu, Laura », prononcée avec la même intonation que sa première salutation, suggérant que sa possessivité forme un cercle parfait. La rétrospective de 2019 de The Guardian a noté que le public contemporain trouve Waldo plus reconnaissable que jamais, peut-être parce que les réseaux sociaux ont normalisé sa marque de cruauté habile déguisée en commentaire culturel. Harry Lime. Orson Welles apparaît seulement à la 65e minute, mais son monologue sur la grande roue à propos de 500 ans de paix est qu'ont-ils produit. L'horloge à coucou place Harry Lime au numéro 37 sur la liste des méchants de l'AFI. Les recettes au box-office ont fait du Troisième Homme le film le plus rentable de 1949 en Grande-Bretagne, et les offices de tourisme autrichiens attribuent au film une augmentation de 45% des visites à Vienne dans les années 1950. Ragot de production.
Même l'arrestation brève de Wells pour ivresse désordonnée ne abolit le mythe. La méchanceté de Harry Lime transcende son temps d'écran limité grâce à une absence stratégique. Sa présence se faisant sentir par l'ombre, la réputation et les conséquences. Wells refusa initialement le rôle, acceptant seulement après que le réalisateur Carol Reed ait convenu de terminer le tournage en 2 semaines et de le payer $100,000, environ 30% du budget dédié aux acteurs. La célèbre scène de poursuite dans les égouts nécessitait une approbation municipale de Vienne à des niveaux sans précédent. Les archives de la ville montrent des permis spéciaux mentionnant la documentation historique cinématographique pour justifier l'accès au réseau de tunnels restreints. Le technicien d'éclairage Robert Krasker a développé ce que les cinéastes appellent maintenant l'intensité de l'angle hollandais, inclinant davantage la caméra à chaque apparition de Lime pour créer une distorsion psychologique croissante. Le plus effrayant est la révélation du trafic de pénicilline de Lime dans le film, diluant le médicament pour enfants, causant paralysie et mort. Cet élément de l'intrigue provient directement des rapports d'occupation de l'ONU, le scénariste Graham Greene ayant incorporé de véritables statistiques du marché noir. La scène emblématique de la Grande Roue ne contient pas de musique de fond, seulement le grincement mécanique de la roue, que les ingénieurs du son ont amplifié en enregistrant les machines réelles du Prater de Vienne à un volume triple. Cette technique a établi ce que les théoriciens du son appellent la menace mécanique, en utilisant des mécanismes quotidiens comme menace auditive. Lorsque Holly Martins confronte enfin la vilainie de son ami, la réponse de Lime. Ressentiriez-vous vraiment de la pitié si l'un de ces points cessait de bouger pour toujours? A été ajoutée par Wells lui-même le matin du tournage. La réplique a tellement perturbé le co-star Joseph Cotten que sa réaction visible est un choc authentique du premier tournage. Le plus révélateur est l'impact culturel du film. Le thème de Harry Lime est devenu un succès numéro 1 à travers l'Europe, suggérant que le public se sentait étrangement attiré par son charisme immoral. Lorsque les égouts de Vienne ont été rénovés en 1999, les responsables du tourisme ont réussi à faire pression pour préserver la section exacte du tunnel où Lime trouve sa fin, reconnaissant que la méchanceté fictive était devenue un héritage géographique. Révérend Harry Powell. La seule tentative de réalisation de Charles Laughton a engagé Robert Mitchum dans le rôle d'un prédicateur qui tatoue AMOUR et HAINE sur ses jointures, une imagerie tirée d'une transcription de procès pour meurtre des années 1930 en Virginie occidentale. Bien que les critiques initiales aient été hostiles, la Bibliothèque du Congrès a inscrit le film à son registre national du film en 1992, et Quentin Tarantino le qualifie de « plus grand conte de fées cinématographique ». La douce mélodie de Mitchum, chantant « Leaning on Everlasting Arms », redéfinit la berceuse en menace, un exploit que peu de méchants réussissent sans hausser le ton. Le révérend Powell exploite la confiance la plus sacrée de l'Amérique, l'autorité religieuse, pour poursuivre des désirs bas, ce qui le rend particulièrement transgressif pour l'époque. Mitchum s'est préparé en assistant à des réunions de réveil pendant 3 semaines, documentant ce qu'il appelait « la mise en scène du salut », dans des carnets maintenant conservés à l'Université de Boston. La séquence de la poursuite sur la rivière a innové les techniques de cinématographie nocturne. Le directeur de la photographie, Stanley Cortez, a utilisé des fusées éclairantes au magnésium immergées sous l'eau pour créer ce qu'il appelait la lumière de lune liquide. L'élément le plus innovant était le design sonore de Laughton. Le fredonnement de Powell apparaît dans 27 scènes, augmentant progressivement en volume mais diminuant en distance du microphone, créant une angoisse subliminale et imminente. La scène du sermon présente 142 figurants authentiques des Appalaches qui n'ont pas vu le script à l'avance. Leurs réactions religieuses authentiques aux prêches de Mitchum ont créé ce que les historiens du cinéma appellent une menace documentaire. Le cran d'arrêt de Powell devient une extension du jugement divin. La scène où il explique la préférence de Dieu pour tuer a été initialement coupée par les censeurs, mais restaurée après que Laughton a plaidé pour son exactitude théologique. Le plus troublant est la psychologie de l'enfant de Powell. Il démantèle systématiquement la sécurité des enfants par ce que les thérapeutes modernes identifieraient comme de la manipulation ciblée et de l'isolement. Lorsque Powell a forcé les enfants à nier l'innocence de leur père, l'actrice jouant la fille est devenue si bouleversée que le tournage a été interrompu pendant 3 jours. La célèbre scène du cadavre sous l'eau, montrant les cheveux d'une femme flottant avec des plantes aquatiques, a nécessité une autorisation spéciale de l'Ace Office après que Laughton ait soutenu sa nature poétique plutôt qu'exploitative.
Le compositeur de film Walter Schumann a créé la berceuse des enfants comme contrepoint à l'hymne de Powell, établissant ce que les musicologues appelaient les harmoniques, innocence, corruption. Lorsque le film a finalement été reconnu des décennies plus tard, Martin Scorsese a noté que la méchanceté de Powell fonctionne parce qu'il se croit juste comme le type de monstre le plus dangereux. Henry F. Potter. Lionel Barrymore, déjà en fauteuil roulant à cause de l'arthrite, a transformé la douleur physique en sadisme économique. Bien que le film ait notoirement échoué, rapportant 3,3 millions de dollars par rapport à un coût négatif de 3,7 millions de dollars, la syndication à la télévision dans le domaine public dans les années 1970 a fait de Potter un croque-mitaine perpétuel. Les historiens notent que la fille le classe comme le 6e pire méchant, la position la plus élevée pour un antagoniste purement financier. Son héritage reste présent chaque décembre lorsque les téléspectateurs sifflent à l'écran, prouvant que les lumières festives ne peuvent pas chasser l'ombre d'un banquier. Potter terrifie par le pouvoir institutionnel plutôt que par la violence personnelle. Il utilise le capitalisme lui-même comme une arme contre la dignité humaine individuelle. L'approche de Barrymore envers le personnage était méthodiquement antithéâtrale. Les notes de studio révèlent qu'il a délibérément refusé le maquillage qui rendrait Potter plus visuellement vilain, insistant sur une tenue d'affaires ordinaire pour souligner un mal systémique plutôt qu'exceptionnel. Le réalisateur Frank Capra a positionné le fauteuil roulant de Potter légèrement plus haut que les personnages debout dans leur scène commune, créant ce que les cinéastes appellent maintenant un cadrage autoritaire. La réunion du conseil d'administration de Building and Loan contient le plus long monologue ininterrompu de méchant dans la filmographie de Capra. 3 minutes et 42 secondes de théorie ininterrompue de prédation économique. La plus subversive était la corruption du langage par Potter lui-même. Il décrit les logements abordables comme des habitations de canailles et transforme Bailey Park en une foule paresseuse et mécontente par un tour de passe-passe rhétorique. La scène où Potter tente d'embaucher George Bailey est pionnière de ce que les psychologues appellent les dynamiques d'offres corruptrices. Une tentation structurée précisément pour détruire le concept de soi du sujet. Le concepteur de production Jack O'Kay a créé le bureau de Potter avec une perspective exagérée, rendant les objets plus éloignés de son bureau plus petits que ne le dicteraient les proportions naturelles. Une métaphore visuelle de son influence déformante. Les analystes financiers contemporains ont calculé que la manipulation de Potter de la Building and Loan constituerait au moins 7 crimes fédéraux selon les réglementations bancaires modernes. Peut-être le plus révélateur est la recherche d'audience menée lors des diffusions télévisées dans les années 1980. Les spectateurs ont signalé une réaction émotionnelle plus forte face au vol des $8 000 par Potter qu'à l'idée suicidaire de George, ce qui suggère que l'exploitation financière suscite plus d'indignation viscérale que le danger physique. Lorsque des cadres de Wall Street ont été interrogés sur le film en 2008, 37% ont admis avoir été appelés Potter par leurs collègues, preuve que sa marque de capitalisme impitoyable reste immédiatement reconnaissable. Rhoda Penmark. Une fillette de 8 ans, Rhoda, tue pour une médaille de calligraphie, une intrigue tirée du roman de William March, mais édulcorée par l'insistance du code sur une punition juste, d'où le dénouement par électrocution imposé par le studio. Les critiques ont d'abord rechigné face à la mise en scène théâtrale. Néanmoins, Patty McCormack a été nominée aux Oscars, la plus jeune candidate dans une catégorie principale à ce moment-là. Des films ultérieurs sur les enfants tueurs comme La Malédiction citent Rhoda comme modèle, soulignant comment une sociopathe honnête a abaissé la démographie de l'horreur. L'horreur de Rhoda Penmark réside dans un mimétisme parfait. Elle incarne l'innocence de l'enfance tout en manquant de sa base émotionnelle. Le réalisateur Mervyn LeRoy a préparé McCormick à travers ce qu'il appelait la formation à la double conscience, lui apprenant à prononcer ses répliques avec une artificialité délibérée tout en conservant des qualités physiques enfantines. Le créateur de costumes, Moss Mabry, a conçu les robes chasubles de Rhoda avec des éléments subtilement militaristes, des plis précis et une construction rigide, qui contredisaient leur douceur apparente. Le célèbre meurtre avec des chaussures de claquettes a nécessité une conception sonore innovante. Les ingénieurs du son ont créé ce qu'ils ont appelé une violence percussive, en enregistrant de véritables crampons en métal sur du béton à des tempos croissants. Le plus troublant est la manipulation par Rhoda des angles morts psychologiques des adultes. Elle exploite ce que les psychologues du développement appellent le biais d'innocence présumée de l'enfance. La scène du sous-sol où Rhoda brûle des preuves a inauguré des protocoles de sécurité pour les enfants acteurs.
Les archives du studio montrent que 7 consultants techniques surveillaient le feu contrôlé. Les censeurs ont exigé 23 modifications du scénario, principalement pour atténuer le manque explicite de remords. Cheval. Les producteurs ont suivi les instructions textuellement, tout en demandant à McCormick de maintenir ce que le réalisateur appelait un vide émotionnel dans l'interprétation. Le célèbre échange « Je te donnerai la lune » entre la mère et la fille a établi ce que les théoriciens du drame appellent une intimité ironique, une tendresse qui révèle inconsciemment une monstruosité. Les revues contemporaines sur la parentalité ont rapporté une augmentation de la surveillance du comportement des enfants après la sortie du film. Un psychiatre pédiatrique documentant l'effet du trait de stylo dans les consultations de parents anxieux. Peut-être le plus révélateur a été la cérémonie des Oscars de 1956. McCormick est arrivé en costume de Rhoda, et plusieurs participants ont rapporté un véritable malaise lorsqu'elle les a approchés entre les segments. Lorsque des réalisateurs d'horreur modernes comme Mike Flanagan discutent du film, ils évoquent son accomplissement central. Elle a fait peur au public d'une démographie qu'ils sont programmés par l'évolution pour protéger. Max von Meyer-Lang. Erich von Stroheim, autrefois un réalisateur tyrannique de l'époque du cinéma muet, a accepté de jouer le rôle du majordome de Norma Desmond seulement si Billy Wilder laissait dans le film la blague méta du passage de la projection de Queen Kelly, une épopée inachevée de Stroheim datant de 1929. Les spectateurs ont poussé un cri plus fort à la révélation de Max qu'il était aussi son premier mari qu'à la vue du cadavre dans la piscine. Un témoignage de l'horreur de l'auto-effacement. Les décomptes des récompenses montrent que Sunset Boulevard a obtenu 3 Oscars, mais aucun pour sa présence la plus obsédante, ce qui est peut-être approprié pour un personnage qui prospère dans l'ombre. La méchanceté de Max se manifeste à travers une dévotion poussée à l'extrême pathologique. Il entretient les illusions de Norma tout en les créant. Von Stroheim a apporté une expérience authentique de réalisateur de films muets à son rôle. Les notes de production révèlent qu'il a demandé au département des accessoires de porter des gants blancs lorsqu'il manipulait les souvenirs de Norma, restant dans le personnage, même entre les prises. La célèbre scène de rédaction de lettres contient exactement 47 enveloppes identiques, visibles dans les plans d'arrière-plan, suggérant des décennies de tromperies ritualisées. La créatrice de costumes Edith Head a conçu l'uniforme de Max avec des éléments subtils de l'Empire allemand, ce qu'elle appelait une servitude militarisée, pour suggérer sa nature contrôlante déguisée en soumission. Ce qui était le plus innovant, c'était la superposition métatextuelle du film. Lorsque Max projette Queen Kelly, nous voyons von Stroheim diriger Gloria Swanson dans des séquences réelles de 1929, tandis que la Norma de Swanson regarde son jeune moi être dirigée par le Max de von Stroheim, une boucle récursive que les théoriciens du cinéma citent comme la première référence autoréflexive dans le cinéma grand public. La séquence des funérailles du singe illustre ce que les psychologues appellent un rituel de deuil déplacé. Max organise des cérémonies élaborées pour un animal, tout en planifiant mécaniquement l'élimination d'un véritable cadavre humain. Le directeur de la photographie John Seitz a développé des techniques d'éclairage spéciales pour les scènes de Max, créant ce qu'il appelait une présence de l'ombre dirigée. La silhouette de von Stroheim apparaît souvent avant qu'il n'entre physiquement dans le cadre. Peut-être le plus troublant est l'arrangement final de Max concernant la descente de Norma dans l'escalier. Il la positionne pour un avantage optimal de la caméra, tout en sachant qu'il orchestre sa dernière humiliation. Lorsqu'on lui a demandé des années plus tard à propos de ce rôle, von Stroheim a admis « Je ne jouais pas la comédie. Je savais exactement ce que cela faisait de créer quelqu'un de beau et de le détruire par l'adoration. » L'American Psychological Association a ensuite fait référence au personnage dans sa littérature diagnostique sur la codépendance, prouvant que la pathologie dévotionnelle particulière de Max a transcendé la fiction pour devenir une référence clinique. Norman Bates. 2% du budget de Psycho a été consacré à un marketing qui exigeait que les exploitants interdisent les arrivées tardives. Un stratagème qui a encouragé des files d'attente bondées et des légendes urbaines. La vulnérabilité juvénile d'Anthony Perkins contrastait avec la description plus lourde du roman de Robert Bloch. Hitchcock a parié $20 000 de son propre argent sur ce casting, et la justification au box-office a été colossale. La revue Psychological Science classe Norman comme le 2e criminel fictif le plus étudié, après Hannibal Lecter, avec 47 articles évalués par des pairs analysant les représentations du trouble dissociatif de l'identité. Le panneau du Bates Motel brille toujours lors de la visite des studios Universal, preuve que les spectateurs aiment visiter la terreur lorsqu'ils connaissent la porte de sortie. Norman Bates a révolutionné la méchanceté en fracturant l'identité elle-même.
le monstre et la victime coexistant dans une seule psyché. Perkins s'est préparé par une observation intensive dans un établissement psychiatrique de Californie, développant ce qu'il appelait un affect ajusté, une normalité qui glisse parfois pour révéler un trouble sous-jacent. Les oiseaux empaillés décorant le salon n'étaient pas des accessoires choisis au hasard. Le décorateur Joseph Hurley a sélectionné des espèces connues pour leur dimorphisme sexuel, renforçant subtilement la confusion de l'identité de genre de Norman. Le plus innovant était la manipulation par le film de l'identification du public. Nous sympathisons avec Norman, nettoyant le crime de sa mère, avant que Hitchcock ne dévoile la vérité, éprouvant ce que les psychologues appellent le choc de complicité. La célèbre scène de la douche a révolutionné la représentation de la violence intime sans contenu explicite. Le monteur George Tomasini a réalisé 70 coupes en 45 secondes, établissant ce que les écoles de cinéma enseignent maintenant comme brutalité implicite à travers la fragmentation. Les violons stridents du concepteur sonore Bernard Herrmann ont été analysés par des musicologues pour leur effet acoustique de coups de couteau, les instruments à cordes imitant la pénétration d'une lame. Le plus perturbant était la conception du décor de la salle de bain. Le directeur artistique Robert Cladworthy a créé ce qu'il a appelé une architecture de vulnérabilité domestique, des espaces familiers rendus menaçants par une subtile distorsion. Le monologue final de Perkins, où la voix de sa mère prend progressivement le pas sur la sienne, a nécessité 7 tentatives d'enregistrement pour obtenir ce que les techniciens du son appelaient une transition de personnalité vocale. L'épilogue explicatif psychiatrique, bien que critiqué par les spectateurs modernes, était exigé par les censeurs soucieux de ne pas glamouriser la maladie mentale. Les notes de service du studio révèlent qu'Hitchcock s'est battu pour le limiter à moins de 3 minutes. Lorsque le Smithsonian a acquis les oiseaux empaillés de Norman en 1988, le conservateur Richard Peterson a noté que plus de visiteurs reconnaissent ces accessoires que les artefacts historiques authentiques, suggérant que l'horreur domestique de Norman était devenue un jalon culturel. Peut-être plus révélateur, les taux de vacances des motels à l'échelle nationale ont chuté de manière notable dans les mois suivant la sortie du film, prouvant que la forme particulière d'hospitalité de Norman a modifié le comportement des consommateurs. Eleanor Shaw Island. Angela Lansbury avait seulement 3 ans de plus que son fils à l'écran, Lawrence Harvey, intensifiant l'angoisse oedipienne que les critiques ont qualifiée de « Médée de la guerre froide ». Le producteur George Axelrod a affirmé que des sénateurs l'ont appelé pour lui demander si les scénarios de lavage de cerveau étaient classifiés, une anecdote plus tard reprise dans Time. Le film a disparu de la circulation après l'assassinat de John F. Kennedy, mais est revenu dans les cinémas de répertoire en 1987, rapportant un total ajusté de 27 millions de dollars cette année-là seulement. Preuve que sa paranoïa a vieilli comme l'uranium plutôt que comme la pellicule. Son dernier baiser sur la lèvre de son fils reste parmi les gestes maternels les plus troublants du cinéma. Eleanor Shaw Island représente la corruption ultime de la maternité américaine, transformant l'autorité maternelle en contrôle totalitaire. Le choix de Lansbury était délibérément contre-intuitif. Les notes de production révèlent que le réalisateur John Frankenheimer a rejeté 3 actrices établies dans des rôles de méchantes, pensant que le public devait être réellement choqué par la trahison maternelle. Les séquences de lavage de cerveau ont introduit des techniques visuelles hypnotiques. Le directeur de la photographie Lionel Linden a développé ce que les techniciens appelaient le motif d'assaut oculaire, en faisant clignoter des cartes à exactement 24 images par seconde pour créer un malaise subliminal. Le plus innovant était l'ambiguïté politique du scénario. Eleanor manipule à la fois la rhétorique communiste et anticommuniste, suggérant que l'extrémisme idéologique en soi, indépendamment du contenu, mène au fascisme. La costumière Edith Head a créé la garde-robe d'Eleanor avec des sous-tons militaires subtils, des épaules structurées et des boutons couleur laiton que les théoriciens du cinéma citent maintenant comme un autoritarisme vestimentaire. La célèbre séquence de Garden Party contient exactement 13 drapeaux américains visibles dans les compositions d'arrière-plan, créant ce que Frankenheimer appelait une suffocation patriotique. Le plus troublant est l'instrumentalisation de l'amour maternel par Eleanor. Elle exploite ce que les psychologues appellent la vulnérabilité de l'attachement primaire, utilisant la confiance fondamentale comme outil de manipulation. Lorsqu'Eleanor explique le complot d'assassinat, la caméra reste fixée sur son visage pendant 103 secondes ininterrompues, le plus long gros plan de monologue de méchant des grandes sorties de studio cette décennie. Les sous-entendus incestueux culminent dans ce que les spécialistes du cinéma appellent la piété pervertie.
Eleanor berçant son fils comme une iconographie religieuse, tout en orchestrant un meurtre de masse. Harvey a rapporté plus tard que le tournage de la scène de confrontation finale l'avait rendu physiquement malade pendant 3 jours. Lorsque le film est revenu en circulation dans les années 1980, les revues psychiatriques ont cité Eleanor comme un exemple de personnalité narcissique malveillante avec des traits paranoïaques, suggérant que sa forme particulière de terrorisme maternel était devenue une référence diagnostique. Peut-être que le plus révélateur est que les groupes de discussion classent toujours la trahison maternelle d'Eleanor comme plus troublante que les tueurs en série comme Norman Bates, preuve que la corruption du lien mère-fils reste la violation la plus primordiale du cinéma. Si ces sourires glacials ont accéléré votre rythme cardiaque, écrasez le bouton « J'aime » pour nous le faire savoir. Quelle créature classique vous a le plus troublé? Et ne disparaissez pas dans l'ombre. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer notre prochaine exploration des coins les plus sombres du cinéma. D'ici là, gardez la lumière basse et le popcorn à portée de main, car les monstres les plus effrayants portent encore leurs habits du dimanche.